Sur Europe 1, place à présent à l'expertise des éditorialistes d'Europe Soir avec vous, Isabelle Millet. Et avec Emmanuel Dutheil pour l'économie, David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche pour la politique et Isabelle Horry pour l'international. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors Isabelle Horry, on commence avec vous. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. On en parlait dans le journal. Le terroriste de Berlin abattu ce matin en Italie, à Milan, a vraisemblablement traversé plusieurs frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Il est passé par la France pour aller en Italie. Isabelle, comment est-ce possible? On croyait pourtant que les contrôles aux frontières avaient été renforcés. Oui, effectivement, dès le soir de l'attentat, le ministre de l'Intérieur lui-même avait demandé plus de contrôle à la frontière avec l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Alors, on parle bien de renforcer les contrôles et pas de les réintroduire, parce qu'en fait, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils ont été rétablis et qu'ils sont maintenus à cause de l'état d'urgence. Donc, soyons clairs, la France est vraiment libre aujourd'hui de gérer ses frontières elle-même. Le règlement de l'espace Schengen lui en donne le droit s'il y a une menace. Ce n'est donc pas parce que nous sommes membres de Schengen que le suspect a pu circuler, contrairement à ce qu'on a pu entendre aujourd'hui ici ou là. Non, la réalité, c'est que les contrôles nationaux coûtent bien trop cher en temps et en personnel et l'État n'a plus les moyens. Impossible donc de fouiller systématiquement chaque voiture, chaque train. Par exemple, à la frontière franco-belge, il y a bien un contrôle sur l'autoroute entre Bruxelles et Paris, mais pas aux 300 autres points de passage. La seule solution pour pouvoir contrôler les mouvements à 100%, ça serait de construire un mur nous séparant de nos voisins, comme Israël l'a fait par exemple avec la Cisjordanie. Alors ça donne pas vraiment un sentiment de sécurité, ce que vous nous dites Isabelle quand même. Oui, mais c'est dangereux aussi d'entretenir l'illusion qu'on peut fermer les portes et les fenêtres complètement et que c'est la solution. Quand quelqu'un commet un crime à Marseille et est arrêté à Lille, on ne se dit pas qu'il faut contrôler les mouvements à l'entrée et à la sortie de la région PACA. On comprend bien que nous avons besoin de pouvoir continuer à circuler. Eh bien, à la frontière, c'est un peu pareil. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes les franchissent pour travailler, pour des vacances, pour transporter des marchandises. Est-ce qu'on veut couper tous ces flux? Est-ce que nous sommes prêts à attendre des heures à chaque fois que nous irons dans un pays voisin? Et puis c'est aussi une illusion de penser qu'en fermant tout, nous sommes en sécurité. L'attentat de Nice le 14 juillet montre bien que des individus peuvent se radicaliser en France et frapper aussi en France. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de solution miracle, mais est-ce qu'il y a quand même des solutions? Oui, c'est un long travail avec de multiples facettes, un travail qui s'effectue aujourd'hui surtout au niveau européen. Ça passe bien par plus de contrôle, mais à l'échelle du continent, par exemple, on va bientôt contrôler systématiquement tous ceux qui entrent dans l'espace Schengen, y compris les Européens. Et puis les Européens se sont aussi mis d'accord pour ficher tous les passagers des avions et garder ainsi une trace de leur déplacement. Et puis la grande nouveauté aussi, c'est que les services de renseignement coopèrent mieux, qu'ils s'échangent plus d'informations qu'avant. C'est terrible à dire, mais à chaque attentat, la volonté de travailler ensemble se renforce pour essayer de limiter les risques. Donc si, après les terribles 18 mois qui viennent de s'écouler, lentement, la panoplie antiterroriste s'améliore. Est-ce que ça paraît toujours trop lent pour tout le monde? Et surtout, reste à accepter qu'hélas, ça ne sera jamais efficace à 100%. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Horry en direct de Bruxelles. On passe à l'édito politique maintenant avec vous, David Revaud-Dallon. Et la campagne des primaires à gauche qui se poursuit avec des candidats qui ont du mal un peu à faire décoller leur campagne, en particulier Manuel Valls, qui donne l'impression de jouer totalement à contre-emploi. Oui, Manuel Valls qui s'est déclaré candidat il y a 2 semaines et qui donne depuis une impression étrange, celle de prendre le contre-pied systématique de toutes ses positions passées, comme si finalement le candidat Valls était le pire ennemi du Premier ministre Valls, comme si son objectif était de prôner l'inverse de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a été depuis qu'il est à Matignon. Ça a démarré dès sa déclaration de candidature. Souvenez-vous, il l'avait placé sous le signe de la conciliation, de la réconciliation. Ce n'est pas un hasard, mais c'est bien pour démentir ses propres propos tenus il y a quelques mois seulement sur les gauches irréconciliables. Alors vous savez, la réconciliation, c'est quand des amis qui se sont fâchés font la paix. Eh bien, c'est justement l'ambition de Manuel Valls qui sait parfaitement que depuis qu'il est au gouvernement, il a heurté, il a fâché, il a crispé de nombreuses personnalités à gauche et dans son propre parti. Je pense aux frondeurs socialistes, aux écologistes, à Christiane Taubira et bien d'autres encore. Tous ceux-là auront du mal à oublier
et à pardonner. Mais alors, quel est l'objectif, David? Pourquoi cette stratégie? Pour déminer le terrain, bien sûr, dans toute sa carrière, il n'a cessé de brusquer. Avant d'être au gouvernement, il y avait eu les propos sur les 35 heures, le combat pour la sécurité, qui n'était pas franchement une thématique de gauche, ou encore la TVA sociale. Et puis depuis qu'il est au pouvoir, à l'intérieur d'abord et puis à Matignon, c'est un festival. Il n'a cessé de bousculer son camp. Je cite dans le désordre les propos sur les Roms, la déchéance de nationalité, la loi travail et bien sûr le 49.3 dont il propose aujourd'hui, comme par hasard, la suppression. Donc l'objectif, il est limpide. En jouant à contre-emploi, Manuel Valls espère faire disparaître, oublier ce passif et tous ces sujets qui fâchent. Il veut se refaire une virginité aux yeux de la gauche et pouvoir entamer au mois de janvier la vraie campagne qui sera très courte, on le rappelle, puisqu'elle ne durera que 3 semaines environ. Il veut entamer cette campagne dans la peau d'un homme neuf, ou presque. Mais franchement, David, vous pensez que ça peut marcher? Est-ce que Manuel Valls peut réussir à gommer ce qui est perçu comme ses défauts? Ça va être très difficile, Isabelle. On a un peu l'impression d'être dans un thriller politique, genre Dr Manuel et Mr Valls, vous savez, un thriller dont le héros serait un grand schizophrène avec double personnalité. Mais plus sérieusement, les gens ne comprennent pas pourquoi le candidat préconise l'inverse de ce qu'a fait jusqu'ici le Premier ministre. Ça lui est d'ailleurs vivement reproché quand il va sur le terrain, où j'ai pu constater en le suivant que les interpellations sont nombreuses et en particulier sur le 49.3. Et puis, il y a quand même un peu plus grave à long terme, c'est que Manuel Valls, jusqu'ici, c'était quand même une identité bien affirmée, la clarté des positions, l'autorité, et puis une certaine stature d'homme d'État. Et c'est tout ceci qu'il est en train de mettre en péril, avec tout de même un risque majeur s'il ne gagnait pas cette primaire de la gauche. Le risque, c'est de réduire à néant en quelques semaines de campagne 15 ans de construction politique et personnelle. David Revaud-Dallon qui pose cette question. Manuel Valls est-il un grand schizophrène politique avec une double personnalité? Merci David. Merci. Emmanuel Dutheil, je me tourne maintenant vers vous pour l'édito politique. Et ça rappelle un peu la crise de 2008. L'État italien vient à la rescousse de l'une de ses plus grandes banques. Oui, cette banque, c'est Monte dei Paschi di Siena. C'est la 3e banque italienne et c'est surtout l'une des plus vieilles banques au monde. Mais c'est une banque malade, très malade. Elle n'a pas réussi à trouver de l'argent auprès d'investisseurs pour s'en sortir seule. Du coup, c'est l'État italien qui va devoir débourser des milliards d'euros pour tenter de sauver ce qui est sauvable encore pour cet établissement. Alors pourquoi cette banque va-t-elle si mal? Alors déjà, il faut replacer ça dans son contexte. Une grande partie du secteur bancaire italien va mal. Pourquoi? Eh bien déjà parce que l'économie est très faible depuis des années en Italie. Du coup, c'est tout simplement très dur pour les banques. Elles ont besoin d'une économie qui fonctionne. Elles ont fait pas mal de prêts à des entreprises qui elles-mêmes vont mal et qui ne remboursent pas. Il y a aussi des problèmes avec des particuliers. Et puis le secteur bancaire italien est très éclaté. Ça veut dire qu'il y a plein de petites banques. Ça ne ressemble pas du tout à la France. Et puis surtout, chaque banque a encore plein d'agences. Je vais vous donner une idée. Il y a 2 fois plus d'agences en Italie qu'en France, selon un banquier qui connaît bien le secteur. Du coup, les spécialistes estiment qu'un quart environ du secteur italien bancaire est aujourd'hui en grande difficulté. Et Monte dei Paschi di Siena en est véritablement l'un des pires exemples. Un grand banquier parisien me le disait, c'est simple, cette banque a fait n'importe quoi. Mais alors expliquez-nous, Emmanuel, pourquoi l'État italien a-t-il dû intervenir? Il n'était pas possible simplement de laisser tomber cette banque? Non, ça c'était pas possible. En tout cas, ça aurait été très compliqué. De par sa taille, Monte dei Paschi di Siena est ce que l'on appelle un établissement systémique. Alors ça veut dire quoi ce gros mot? Eh bien ça veut dire que si on laisse tomber cette banque, c'est tout le système bancaire italien qui peut s'effondrer. En effet, si cette banque tombe, ce sont des milliers d'entreprises par exemple qui perdent leur banque, qui perdent leurs prêts. C'est l'Italie derrière qui risque de se retrouver la cible des spéculateurs, de ne plus pouvoir rembourser ses dettes, de devoir appeler au secours l'Europe. Bref, je vous fais pas le dessin, mais ça pourrait être la Grèce puissance 100. Donc c'est pour cela que l'Europe devrait laisser faire ce sauvetage, faute d'autres solutions. Donc si vous aviez entendu maintenant que les banques se sauvaient toutes seules, c'est toujours vrai, sauf quand c'est impossible. Ce sauvetage va en revanche être politiquement très difficile à vendre auprès des Italiens, car une fois de plus, il faut être très clair, ce sont les contribuables qui vont sauver une banque qui a donc fait n'importe quoi. Et on a tout compris. Merci Emmanuel Dutheil. C'était les éditos d'Europe Soir. Emmanuel Dutheil, David Revaud-Dallon et Isabelle Horry. Dans